Depuis le lancement du premier iPhone en 2007, Apple est plus connu pour ses téléphones que pour ses ordinateurs. Ils vendent 200 millions d'iPhones par an, contre seulement 20 millions de Mac. Et bien sûr, on a tous un pote graphiste ou en école de commerce qui utilise un MacBook, donc on a décidé que oui, quelque part, Apple fabrique encore des ordinateurs. Mais si on met les 20 millions de Mac vendus en perspective avec le marché PC, c'est la claque, parce que le nombre de PC vendus chaque année, ça aussi entre 230 et 365 millions, soit entre 10 et 18 fois plus de machines que les Mac. Donc la différence entre le Mac et l'iPhone, c'est que l'iPhone, c'est un produit grand public, qui représente certaines années jusqu'à 20% des smartphones qui sont vendus dans le monde et 40% sur le marché lucratif des USA. Par contraste, le Mac est devenu un produit de niche qui intéresse globalement que les fans hardcore d'Apple ou les professionnels qui ont des besoins précis. Mais est-ce que c'est un gros problème pour Apple si les Macs se vendent aussi peu? La réponse est non, parce que le cœur du business de produits physiques d'Apple, c'est l'iPhone, qui représente à lui tout seul 61% de leur chiffre d'affaires, là où le Mac ne représente que 8%. Là où les choses se compliquent, c'est que les ventes de l'iPhone ralentissent depuis plusieurs années parce que Apple commence à saturer le marché des smartphones. Et donc naturellement, quand vous êtes Apple et vous êtes la plus grosse entreprise au monde et vous êtes habitué à avoir de la croissance, la croissance, il faut aller la chercher quelque part. D'où l'intérêt de parler de nouveaux modèles de Mac. Parce que le 10 novembre 2020, Apple a créé la sensation en annonçant un nouveau processeur capable de détrôner les meilleurs processeurs de chez Intel. Ils appellent ça la puce M1 et ils vont la mettre dans 3 nouveaux modèles de Mac. Les promesses d'Apple sont spectaculaires. Ils annoncent un MacBook qui serait plus rapide que 98% des laptops du marché et 3 fois plus rapide que les PC Windows les plus vendus. Alors comme souvent avec les présentations Apple, les chiffres sont présentés de la manière la plus flatteuse possible. Par exemple, Apple ne mentionne pas la différence de prix entre le MacBook et les fameux PC en question. Peut-être qu'ils sont 3 fois moins chers, ce qui expliquerait qu'ils soient 3 fois moins rapides. Mais en tout cas, ces promesses ont réussi à faire le buzz. Tous les influenceurs tech ont fait des réactions à l'annonce de la M1 et ont testé les nouveaux modèles de Mac équipés de la puce. Et le truc impressionnant, c'est que les nombreuses reviews tech semblent confirmer les performances annoncées par Apple. Du coup, on a déjà certains analystes qui imaginent un monde où Intel ferait faillite, remplacé par le modèle que Apple est en train d'avancer sur la scène. Mais si on s'intéresse à la stratégie ici, il faut se poser la question de est-ce qu'avoir une puce plus performante va vraiment faire exploser les ventes de Mac? Parce qu'après tout, l'utilisateur PC moyen, il n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus de performance parce qu'il utilise surtout son ordinateur pour vérifier ses mails et aller sur Facebook. Donc il y a bien des gens qui recherchent de la puissance, c'est les gamers, mais la plupart des jeux sont pas compatibles avec les Mac et encore moins avec cette nouvelle puce. Il y a aussi bien sûr les professionnels comme les architectes et les vidéastes, mais globalement Apple avait déjà capturé ce marché. Et comme on en avait déjà parlé, ça représente pas une part de marché colossale de toute manière. Alors pourquoi est-ce que Apple fait cet énorme investissement de développer une toute nouvelle puce pour une gamme de produits qui est au mieux dans leur catalogue assez marginal? Surtout que pour tirer pleinement parti du potentiel de cette nouvelle puce, il va falloir redévelopper pas mal d'applications. Je pense que la réponse à ces questions est vraiment intéressante parce que le but de la puce M1, c'est pas réellement de prendre de la part de marché au PC Windows. Depuis 2005, Apple équipe ses Mac avec des processeurs fabriqués par Intel, les processeurs x86. Et du coup, quand il préparait l'iPhone, Steve Jobs avait proposé à Intel de faire les processeurs de l'iPhone, mais Intel avait à l'époque refusé parce qu'il pensait que le marché n'était pas assez gros pour les smartphones. Apple s'était alors tourné vers Samsung pour la puce de son premier téléphone. C'était une puce qui utilisait une architecture ARM. Pour résumer très vite la différence entre les processeurs x86 et les processeurs ARM, l'architecture x86 peut effectuer des tâches très complexes mais elle lui demande du temps et beaucoup d'énergie. Inversement, l'architecture ARM fait des tâches qui sont plus simples mais elle les fait plus vite et en consommant moins d'énergie. C'est pour ça que l'architecture ARM était un meilleur choix pour les smartphones parce qu'ils sont portables, il faut avoir une bonne autonomie et potentiellement les tâches qui sont faites dessus ne sont pas aussi compliquées que ce que vous allez faire sur un PC traditionnel. Donc comme on l'a dit, le processeur du premier iPhone c'était une puce ARM fabriquée par Samsung. Mais à partir de l'iPhone 4, Apple a commencé à développer ses propres puces, la puce A4 à l'époque, qui va équiper aussi le premier iPad. Cette puce-là était encore fabriquée par Samsung, mais elle était maintenant directement conçue par Apple, et Samsung n'est plus qu'un sous-traitant qui fabrique. Donc ici, il faut comprendre que concevoir des puces ARM, c'était quelque chose de nouveau pour Apple, et ils partaient avec zéro expertise. Mais pour eux, il y avait un avantage stratégique à développer leur propre puce, et c'est de pouvoir créer une différenciation avec les autres smartphones, avec une puce que personne d'autre ne pouvait utiliser, et de pouvoir itérer chaque année, ce qui a donné lieu à une amélioration permanente des performances des iPhones. Et pendant qu'ils développaient leur propre puce pour les iPhones, niveau Mac, ils étaient toujours sur des processeurs Intel et ils avaient l'impression que ça évoluait pas aussi vite qu'ils l'auraient voulu. Donc Apple a eu une idée, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas notre expertise dans la conception de puces ARM pour les iPhones et les iPads et on importe cette architecture sur les ordinateurs de bureau qui traditionnellement sont sur l'architecture x86. Le résultat, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça a fonctionné et que les Mac équipés de la M1 atomisent leurs prédécesseurs sur les benchmarks. Donc évidemment la M1 c'est pas la puce la plus puissante de la planète, mais elle permet à Apple de proposer les ordinateurs portables les plus rapides de son histoire avec une durée de batterie étonnamment élevée et ce dès la première version de cette puce. Mais du coup on peut se demander logiquement, si l'architecture ARM elle est aussi efficace, pourquoi est-ce que Intel ils s'y sont pas déjà mis? Le problème de Intel, c'est l'hétéroclisme du marché PC. Un PC, ça se customise. Que ce soit pour le châssis, la carte graphique, le processeur ou simplement le clavier,
Si vous voulez un PC, vous avez le choix entre plusieurs fabricants et de nombreux modèles. Donc Intel doit faire des processeurs qui fonctionnent avec toutes ces marques différentes et en plus être rétro-compatibles avec ses anciens processeurs. En plus de ça, les utilisateurs de PC eux-mêmes ont des usages ultra différents. Entre le comptable qui a juste besoin d'utiliser Excel et le youtubeur qui veut faire du montage sur Adobe Premiere et le gamer qui veut jouer au dernier AAA. Tous ces processeurs doivent faire tourner des applications qui sont très différentes, développées par des développeurs qui sont très différents, mais Intel doit proposer cette polyvalence. En tant que leader du marché, ils doivent faire tout plus ou moins bien. Et ça, c'est le fameux problème des généralistes. Si on est bon partout, on est excellent nulle part. Mais Apple a l'avantage de concevoir l'intégralité de ses appareils, du clavier à l'écran en passant par le système d'exploitation. Et du coup, ils sont capables d'optimiser chaque élément pour marcher avec chaque autre élément de leur système sans avoir besoin de s'inquiéter de s'ils vont être compatibles avec tel ou tel constructeur. Mais il y avait encore un élément central sur lequel ils n'avaient pas de contrôle absolu et c'était le processeur. Tant qu'ils utilisaient des puces conçues par Intel, ils étaient limités dans leur optimisation. Chaque compagnie a son propre agenda. Le concepteur de logiciel aimerait que le fabricant fasse ceci ou cela. Le fabricant voudrait que le concepteur de l'OS fasse telle ou telle chose. Mais leurs agendas sont en compétition. Et ce n'est pas le cas chez Apple. Nous avons un seul et unique agenda. L'optimisation ici repose sur le fait que Apple sait exactement ce que vous allez faire avec votre Mac. C'est l'éternel trade-off d'Apple. Leurs ordinateurs sont plus faciles à utiliser que les PC moyens et sont spécialisés dans tout ce qui est création, mais le prix à payer pour cette spécialisation, c'est qu'ils sont moins polyvalents et absolument pas customisables. Cette fameuse puce M1 n'échappe pas à la règle. Par exemple, elle ne supporte pas les cartes graphiques externes. Et bien sûr, comme on l'a dit, c'est toujours pas le processeur le plus puissant du marché. Mais si la performance pure n'est pas vraiment le but d'Apple. On le remarque si on regarde les nouveaux Mac qui sont équipés de la M1, et on s'aperçoit que ce sont tous des ordinateurs d'entrée de gamme. Le haut de gamme d'Apple tourne encore avec des puces Intel. Apple ont déjà annoncé qu'ils allaient rénover l'intégralité de leur gamme et qu'il leur faudra 2 ans pour se débarrasser du dernier processeur Intel. Mais c'est intéressant de voir par où ils ont commencé. Parce que si la puce M1 est à ce point révolutionnaire, on pourrait s'attendre logiquement à ce qu'elle équipe d'abord le haut de gamme d'Apple. Sauf que pour Apple, ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire ça. Et il y a 2 raisons pour ça, une raison stratégique et une raison marketing. La raison stratégique, c'est que développer une nouvelle puce, ça coûte très cher. Mais ensuite, fabriquer cette puce en masse, c'est relativement bon marché. Donc on est sur un modèle avec des gros coûts fixes et des coûts variables faibles. Ça veut dire que la meilleure stratégie, c'est de faire du volume pour amortir ses coûts de développement sur un grand nombre d'unités. Et logiquement, si vous voulez vendre un maximum de puces M1 pour amortir le coût de développement, il vaut mieux commencer par les Mac qui sont les moins chers. La raison marketing de commencer avec l'entrée de gamme, c'est de créer un effet d'annonce. Parce que si la nouvelle puce avait été disponible uniquement dans les énormes Mac vendus aux professionnels de la vidéo, ça aurait pas vraiment été une grande surprise. Et au final, en dehors des spécialistes, tout le monde s'en serait foutu. Mais une fois tous les 2 à 3 ans, Apple ont besoin de créer cet effet waouh pour rappeler aux gens qu'ils sont les inventeurs de l'iPod et de l'Apple Watch. Pas juste une entreprise qui sort une nouvelle version du même smartphone tous les ans. Donc le pitch de la M1, c'est que pour 1000 $, vous pouvez avoir un ordinateur portable équipé d'une puce révolutionnaire. Ça vous donne un ordinateur qui est plus rapide que 98% de ses concurrents et tellement économe en énergie, il a même plus besoin d'un ventilateur pour refroidir. Donc si vous faites partie des gens qui trouvent Apple cool mais un peu trop cher, vous allez peut-être pour la première fois sauter le pas en vous disant bah tiens, pour une fois ils ont mérité leur ticket. Mais les raisons de se laisser convaincre ne s'arrêtent pas à la performance. Et pour expliquer ça, il faut qu'on parle du tout nouveau système d'exploitation d'Apple, Big Sur. Apple avait besoin de concevoir un système d'exploitation qui soit compatible avec l'architecture ARM du M1. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire un décalque d'iOS, le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad. Sur le site d'Apple, le design de Big Sur est présenté comme un design familier, parce qu'on y retrouve essentiellement l'identité visuelle d'iOS avec les mêmes icônes arrondies, alors qu'elles étaient carrées jusque-là, et le centre de contrôle. Ce design s'adresse précisément aux nombreux utilisateurs d'iPhone qui n'ont jamais possédé un Mac. Et ce n'est pas juste une ressemblance graphique, parce que toutes les applis de l'iPhone fonctionnent nativement sur Big Sur. L'idée ici, c'est de réduire la friction qu'il y a de passer d'un iPhone à un Mac. À partir du moment où vous savez que l'interface du Mac est la réplique parfaite de votre interface d'iPhone, il devient beaucoup moins intimidant de quitter votre PC Windows que vous avez depuis 10 ans. C'est super habile parce que sur les 200 millions de personnes qui achètent un iPhone chaque année, la majorité utilise un PC. Il suffirait que 10% de ces utilisateurs d'iPhone passent sur Mac pour qu'Apple double ses ventes annuelles d'ordinateurs. Et comme iOS est conçu pour les appareils tactiles, certains commentateurs spéculent déjà sur l'arrivée d'un Mac à écran tactile, ce qui achèverait d'unifier l'expérience utilisateur entre les Mac, les iPhones et les iPads. Mais tout ça fait partie d'une stratégie globale beaucoup plus ambitieuse que simplement aller grappiller quelques parts de marché au PC. Alors oui, vous l'aurez remarqué, j'enregistre un jour différent et j'ai totalement abandonné la continuité, le plan a changé, les lumières ont changé et je me suis rasé. Passons. Sur un iPhone, le seul moyen de télécharger une application, c'est de passer par l'App Store, et à chaque fois que vous passez par l'App Store pour acheter quelque chose, Apple récupère 30%. Et ces 30% font de l'App Store le joyau d'une division qui prend de plus en plus de place chez Apple, c'est la division Service. Et en 2020, cet App Store leur a rapporté 72 milliards de dollars. Évidemment, c'est un business model assez juteux qui permet à Apple de mieux monétiser ses clients qui sont déjà chez eux, et on peut imaginer comment ils voudraient trouver des moyens
de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent importer ça sur le Mac. Jusqu'ici, le Mac était beaucoup moins verrouillé que l'iPhone. Vous pouviez acheter un logiciel sur le site d'un développeur et l'installer directement sur votre ordinateur. Et vous pouvez même faire du sideloading, c'est-à-dire installer une application qui se trouve sur votre iPhone en le connectant à votre Mac. Mais en janvier 2021, on a eu une nouvelle intéressante parce que suite à une mise à jour de Big Sur, on a découvert qu'Apple avait implanté une fonction qui bloquait l'ouverture des applications non autorisées via le sideloading. Au final, le blocage n'a duré que quelques jours et Apple ont changé d'avis. On ne sait pas exactement pourquoi, peut-être que c'est un changement qui était prévu et qui est sorti trop tôt, mais en tout cas, ça montre qu'ils ont la capacité très facilement de bloquer l'installation de certaines applications sur Mac. En partant de ça, c'est pas extrêmement difficile d'imaginer un futur pas si lointain où les propriétaires de ces nouveaux Mac devraient passer exclusivement par l'App Store pour installer des logiciels. Ce serait sans doute l'idéal pour Apple, puisqu'ils auraient un contrôle total comme ils l'ont sur l'iPhone, et bien sûr, ils auront les 30% de revenus en plus qui viennent de cet App Store. Mais on peut aussi imaginer que ça serait assez difficile pour Apple de faire avaler ce changement à ses clients existants. Parce que c'est beaucoup plus difficile de reprendre aux gens un privilège qu'ils ont eu depuis des décennies, plutôt que de ne jamais leur avoir donné l'option, comme ça avait été le cas sur l'iPhone. Mais l'idée ici, c'est que Apple n'a pas vraiment besoin d'interdire totalement les applications externes. Il suffirait d'ajouter des petites barrières à l'entrée, que tout soit pas aussi pratique, que tout soit pas aussi compatible, pour que subtilement, ils vous disent, il vaut mieux passer par l'App Store, au moins vous êtes sûr que tout marche bien. Et donc, Apple n'a même pas vraiment besoin de prendre des parts de marché au PC pour augmenter son chiffre d'affaires sur le Mac. Au fur et à mesure que les utilisateurs actuels de Mac vont upgrader et vont passer sur des Mac équipés de la puce M1, ils passeront sur Big Sur, ils vont utiliser de plus en plus l'App Store et de plus en plus ces 30% de commission à chaque fois qu'ils installent un logiciel. Il n'y a pas que les consommateurs que Apple essaie de séduire avec son écosystème renforcé. Apple cible aussi les développeurs. Les développeurs qui avaient déjà créé des programmes pour une architecture Intel vont devoir recoder leur logiciel pour qu'il soit compatible avec Big Sur. Ça ressemble bien à une contrainte, mais Apple essaie de rendre les choses plus faciles et propose déjà des kits de développement pour faciliter la transition. En plus de ça, il y a déjà des développeurs qui expliquent que la puce M1 améliore grandement l'expérience de programmation. Et évidemment, les développeurs ont souvent envie de produire des logiciels pour les machines qu'ils utilisent. Donc ça, c'est un bonus sympathique pour Apple qui veut évidemment inciter un maximum de développeurs à utiliser Big Sur pour coder de nouvelles applications pour l'écosystème Mac. Évidemment, à partir du moment où un développeur crée une application qui est compatible et optimisée pour la puce M1, non seulement cette application elle est plus compatible avec les PC normaux qui tournent sur des puces Intel, mais en plus elle est immédiatement disponible et compatible avec les iPhones et les iPads. Donc c'est une application qui est automatiquement diffusée sur l'ensemble de l'écosystème Apple et qui exclut ceux qui n'utilisent pas ces mêmes puces. Donc la puce M1 elle a des bonnes performances, mais le but c'est pas simplement d'avoir des bonnes performances parce que les performances c'est cool. Fondamentalement cette puce M1 elle va venir renforcer chacun des avantages historiques d'Apple. Premièrement, ça permet de fluidifier l'expérience utilisateur entre les différents appareils qui partagent désormais non seulement le même système d'exploitation, mais aussi les mêmes applications. Deuxièmement, ça permet de renforcer l'intégration entre le hardware et le software qui est désormais étendu dans l'architecture même du processeur. Et troisièmement, sur le long terme, ça permet de renforcer les revenus des services qui viennent des 30% de commission à chaque fois qu'on fait un achat sur l'App Store. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like et un commentaire pour me le faire savoir. Vous pouvez aussi cliquer ici pour voir mes autres analyses sur la chaîne Marketing Money Daily. Dans les dernières vidéos, on a analysé des entreprises comme Netflix et Spotify.